Bonjour à tous, je me lance dans cette quatrième vidéo sur les compétences émotionnelles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième compétence émotionnelle et il s'agit de l'expression des émotions. Dans cette compétence émotionnelle, il y a deux versants, l'expression non verbale et l'expression verbale. L'expression non verbale, c'est la posture du corps, c'est ce que vous pouvez observer visuellement si vous vous regardez dans un miroir ou si vous observez quelqu'un d'autre qui donc ressent une émotion. Euh, et ça passe également par les mimiques, l'expression du visage. Et donc là, on parle de micro-observation. Euh, Puisque ça peut passer par des tensions dans le cou. Peut-être que vous arrivez même à observer des battements, le rythme respiratoire de la personne. Et puis des rictus, le mouvement des sourcils, des yeux, la bouche qui est plus ou moins tendue. Enfin, là, on est sur de la micro-observation, de l'observation fine. Je ne vais pas en dire plus sur la partie non verbale. Euh, Par contre, sur la partie verbale, je peux vous partager que il y a certaines circonstances où c'est pas forcément recommandé d'exprimer ses émotions. En fait, c'est comme s'il existait un espèce de code tacite qu'on connaît plus ou moins, et selon les lieux, selon les personnes, on va exprimer d'une façon ou d'une autre, ou pas, euh, nos émotions. Euh, un exemple rigolo, une comparaison parallèle rigolo, et je ne sais plus si je l'ai fait, je ne vais pas m'étaler dessus. Par exemple, on s'autorise à péter dans certains endroits. Voilà. On va dire que les émotions, c'est un peu comme si on pétait un câble, par exemple. Et voilà, il y a des façons de le faire, des endroits où le faire, des personnes avec qui le faire. Euh, et donc, c'est important d'avoir peut-être conscience de ce que vous vous autorisez, ou avec qui, comment, et peut-être du coup, une fois que vous en aurez peut-être pris encore mieux conscience, de choisir vos interlocuteurs. Quand vous êtes triste, il y a peut-être certaines personnes qui sont plus à même de vous accompagner dans le fait d'aller ressentir euh, en toute authenticité et dans l'accueil cette émotion-là. Quand vous êtes en colère, peut-être que ce ne sera pas les mêmes personnes quand il s'agit du travail, quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit de vos projets personnels, euh, peut-être quand il s'agit d'une relation familiale. Euh, Là, on peut revenir à l'importance du tiers, par exemple, d'une personne qui va être extérieure, qui va être neutre, qui sait peut-être déjà maîtriser plus ou moins ses émotions. Je n'ai pas dit contrôler, j'aurais pu dire réguler. Parce que du coup, ça a été démontré que partager ses émotions, les exprimer dans certaines circonstances, c'est pas forcément bénéfique et ça peut même être délétère. Euh, Si votre interlocuteur est dans le jugement, si votre interlocuteur va vous conseiller de retenir ou de modifier, de réguler vos émotions d'une façon qui finalement peut devenir à un moment délétère pour votre santé mentale, psychique, émotionnelle, relationnelle, et puis à un moment somatique. Hein, on a vu que les émotions ont un effet sur notre santé. Euh, donc là, je vous parle de l'importance de choisir comment et quand vous exprimez vos émotions et à qui. C'est important de partager ses émotions, du coup, je vous le disais, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, choisir le lieu de l'expression de vos émotions, ça peut être reporté dans le temps, mais ça reste important que les émotions soient exprimées, et ça peut du coup passer par l'écrit quand l'expression de vos émotions, euh, quand vous ne trouvez pas d'interlocuteur pertinent euh, à court terme ou à moyen terme, voire à long terme, pour recevoir ce que vous souhaitez exprimer. Moi, par exemple, je le fais par moment à l'audio ou en vidéo. Si l'écrit est peut-être difficile, lent, ou si vous avez une certaine exigence vis-à-vis de vous-même par rapport à l'écrit, parce que c'est quelque chose qui existe, de vouloir bien écrire, d'avoir une bonne orthographe, euh, s'attendre à ce que ça ait du style ou que ce soit profond. Et donc voilà, on lâche toutes ces attentes. Allez-y,
Ce qui compte, c'est vraiment que ça sorte un peu tel que c'est. Et comme on parle d'émotions, ça peut être des choses, comme je disais, instinctives, archaïques. Et du coup, ça peut être intéressant de le faire, vous, avec vous-même, et pas contre vous-même, hein, j'ai dit avec vous-même, dans cette présence, comme si vous étiez votre meilleur ami ou cette personne pertinente que vous auriez choisie, à qui vous auriez aimé dire ces choses-là. Euh, et donc, dans cet espace-là que vous vous accordez, videz ce sac de la façon brute telle qu'elle est à l'intérieur, en fait. Et peut-être que viendront les mots, viendront les images, les parallèles. Vous vous souviendrez d'une fable, ou d'un événement, ou d'un oncle que vous avez entendu dire ça, et finalement vous vous rendrez compte comment ça s'est construit à l'intérieur de vous, et à quoi ça peut vous renvoyer pour renforcer peut-être encore ce qui se passe pour vous. Donc je parle d'émotions plus désagréables là. Je sais que la mythologie donne beaucoup de pistes de ce qui peut se passer, alors de façon assez dramatisée, mais finalement, ça peut être ça qui bout à l'intérieur et qui demande à sortir sur un mode pas forcément, donc je le disais, rationnel ou logique. Et accueillir tout ça, c'est important et libérateur et sain finalement. Du coup, je regarde un petit peu ma fiche pour rebondir après tout ça. Partager vos émotions, ça vous permet de recevoir de l'attention aussi. Le fait de vous exprimer dans cette authenticité, ça vous permet de créer des liens intimes, des liens de confiance, des liens solides. Euh, et, euh, et ça fait partie de nos besoins d'être humain, en fait. Vous êtes en train de satisfaire vos besoins quand vous partagez vos émotions aux personnes que vous avez choisies en cohérence avec votre besoin et l'émotion en question. Ça se fait de façon assez intuitive, hein, et puis avec l'expérience, à un moment, on a plus ou moins envie de recommencer. Donc, suivez aussi ça. Si ça s'est pas forcément bien passé la dernière fois que vous avez exprimé quelque chose à quelqu'un, soit changer d'interlocuteur pour ce type-là d'émotion, soit parlez-en. Et ça permet vraiment de nourrir la relation. Là, on se pose en méta-position, donc on se décale de la relation et on parle de la relation. Et ça va me faire ma petite transition. Un outil intéressant pour l'expression des émotions, voire même ultra pertinent à mes yeux, que je recommande à fond, c'est la communication non violente. Donc on appelle ça aussi la CNV, communication non violente. Et vraiment le principe sous-jacent à avoir en permanence en tête dans la communication non violente, c'est qu'on co-construit avec l'autre dans la bienveillance. Et donc même si c'est quelque chose qui nous a blessés, dont on a besoin de parler, ou qui nous dérange, ou qu'on veut voir changer, on est dans cet état d'esprit où on cherche à co-construire avec l'autre, et on a cette volonté, cette intention que l'autre aille bien, et cette intention pour soi qu'on aille bien. Vraiment, c'est important dans la CNV d'être dans un dialogue où, a priori, du mieux possible, les deux ont cette position-là. Quand l'autre est dans quelque chose de malveillant, de toute façon, c'est difficile de communiquer, et quelque part, soyez dans votre auto-empathie et protégez-vous autant que possible. Si malheureusement vous êtes dans une relation où l'autre est dans cette posture-là en permanence et que vous souhaitez quand même faire quelque chose, soyez dans cette auto-empathie et cherchez comment vous pouvez être aussi dans l'empathie envers l'autre en vous décalant. Je ferme un peu cette parenthèse et je reviens sur la CNV quand on est donc dans cette posture, les deux personnes dans la relation ou dans l'interaction dont on va prendre l'exemple. C'est un peu brouillon. Mais je veux garder cette vidéo-là, j'ai bien commencé. Enfin, je trouve. Donc l'idée dans la CNV, c'est 4 étapes. C'est 1, j'observe ce qui se passe en moi. Et à partir de cette observation de mes émotions, des causes et de ces sensations qui se passent en moi, j'identifie mon besoin. Et 2, je formule une demande concrète, une demande formulée positivement. Et après ça, il y a 2 étapes. J'observe ce qui se passe en l'autre. Donc 3e étape. Ouais, je suis paumée, hein, ça me touche ce sujet-là. Donc
Troisième étape, ce qui se passe en l'autre. Et quatrième étape, ce que l'autre demande. Et attention, une demande n'est pas une exigence. Une demande permet, la formulation de la demande permet d'accueillir le non de l'autre. Que ce soit vous qui demandiez quelque chose ou que l'autre vous demande quelque chose, on est dans une relation respectueuse. L'autre a le droit de dire non, vous avez le droit de dire non. Et donc, je reviens sur quelque chose que j'avais déjà précisé avant. Là, je suis dans les petites subtilités. Quand on observe, on ne juge pas. Il ne s'agit pas d'une évaluation. On est dans quelque chose de factuel. Donc, vous pouvez observer, je pense, quand vous observez l'autre, par exemple, dans vos demandes ou dans un retour que vous souhaitez faire sur quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous pouvez avoir observé que l'autre n'est pas disponible suffisamment, et cette formulation, elle est floue, par exemple. Vous allez devoir trouver factuellement comment vous pouvez, peut-être en quantité de temps ou en quantité de fois, pour être réaliste, pour que ce soit réalisable, en fait, pour que votre demande, elle soit claire. Si vous souhaitez que la personne vous appelle 3 fois par semaine et que jusque-là, c'était 1 fois par semaine, formulez-le ainsi pour que ce soit observable aussi qu'il y a une évolution. Ok, c'est un exemple. Évitez le verbe être. Tu es et le tu qui tue. Le verbe être, vous collez une étiquette, vous figez les choses. Parlez du comportement de la personne. Et dans le meilleur des cas, en premier, parlez de comment vous vous sentez, donc de ce qui se passe en vous. Et ensuite, peut-être, vous pourriez le relier à un comportement exprimé de façon factuelle et éviter la critique, le reproche. Vous n'êtes plus dans la bienveillance. Vous sortez de... On essaye de co-construire, en fait. Vous risquez de braquer l'autre et vous ne pouvez plus... Et vous perdez la connexion et le lien. Sans chercher à mentir, hein, l'idée, c'est pas d'inventer des choses on n'est pas sur de la diplomatie... voilà, pour arranger les angles. On est dans du factuel pour pouvoir chercher à faire évoluer les choses concrètement. Et du coup, quand vous sentez que vous passez en mode défense, vous allez probablement basculer aussi dans de l'attaque et vous avez quitté cet état de bienveillance et de recherche de co-construction, et ça peut être le temps de prendre une respiration, de prendre un temps à part et de vous autoriser à reporter et à reprendre plus tard. Dans le calme et la volonté de la paix, en fait. Finalement, une communication où on commence de toute façon en voulant attaquer l'autre, vous n'êtes plus dans la communication non violente, et quelque part, il y a quelque chose dans l'expression qui n'est plus pertinent et cohérent. Donc, parler à la première personne du singulier, je. Donc, prenez la responsabilité de comment vous vous sentez. De toute façon, c'est vous qui réagissez à quelque chose, mais vous pouvez souhaiter que ça ait moins lieu et le partager avec la personne avec qui vous discutez. Voilà. J'ai l'impression que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais dire. Il y avait pas mal de choses. Ça peut être intéressant, si vous le souhaitez, que je propose des zooms en petits groupes pour s'entraîner, en fait, ces 4 points. Donc, ce que je ressens, le besoin que j'exprime, la demande que je formule, ce que j'observe, et puis accueillir la demande et le besoin de l'autre. Voilà. Vous pouvez, dans la communication non violente, une dernière chose, et puis je vais arrêter parce que ça dure un peu plus que d'habitude, vous assurer de votre compréhension. Donc c'est important, quand on communique, de s'assurer qu'on n'est pas un qui parle ici et l'autre qui parle là, et puis finalement on n'est jamais ensemble en train de se dire la même chose, et du coup on se comprend pas. Des fois on met un peu de temps à s'en rendre compte. Derrière le même mot, il peut y avoir différentes représentations, et finalement un peu de temps, et ben, ça peut être 2 heures pour quelqu'un et ça peut être 4 jours pour quelqu'un d'autre. C'est énorme comme différence, mais je fais exprès d'exagérer. Il y a des mots valises. Par exemple, le verbe aimer, ça peut recouvrir tellement de choses. Et donc, c'est important finalement de clarifier, de prendre des temps de discussion. Et donc, en reformulant, on peut s'assurer qu'on a compris et qu'on parle bien de la même chose, en se donnant des exemples,
en posant des questions ouvertes, où l'autre peut donner plus de détails. Et, euh, et du coup, s'assurer voilà, de notre compréhension. Et donc tout à l'heure, si je n'arrive pas à arrêter, je suis revenue sur l'idée de parler du comportement. Et donc dans la communication non violente, on va parler des comportements, mais on souhaite bien sûr aller au-delà, c'est-à-dire qu'un comportement, par exemple, euh, je rentre du boulot et je vais direct aller faire la vaisselle au lieu d'aller dire bonsoir et prendre un temps avec l'autre. Euh, c'est un comportement. Ça peut être interprété comme j'ai pas envie de te voir, ou tu prends pas de temps pour moi, enfin voilà le reproche qui peut venir en face. L'idée au moment de la CNV, c'est d'aller au-delà du comportement. Peut-être que le besoin de la personne, c'est finalement d'avoir fini toutes ses tâches pour au contraire avoir vraiment le temps de profiter complètement de vous. Donc en fait, on est dans des interprétations et, et, et là où on aurait mis une interprétation plutôt péjorative ou négative de elle veut pas me voir, alors qu'en fait elle veut avoir vraiment plein de temps et profiter avec l'esprit complètement libre de vous, euh, et ben, si vous posez pas la question, vous pouvez pas le savoir. Si vous n'allez pas au-delà du comportement, vous pouvez pas le savoir non plus. Donc voilà, il y avait pas mal de choses dans cette vidéo. Je ferai aussi une vidéo sur les attitudes qui favorisent l'expression chez l'autre. Donc, par exemple, je vous disais euh, d'éviter le jugement, il y a d'autres choses comme ça qu'on peut éviter pour favoriser chez l'autre la libre expression et que du coup on soit aussi quelqu'un d'accueillant pour l'autre. Et qui vous aidera peut-être aussi à... vous pouvez le partager aux personnes avec qui vous souhaitez échanger et qui pourraient peut-être adapter un peu leur façon d'écouter. On a tous besoin d'apprendre et comme je vous disais, je suis encore en train d'apprendre. Enfin, euh, c'est la vie qui va nous amener toutes les expériences pour évoluer sur ça. Donc on n'a jamais vraiment complètement terminé. Tout le monde évolue. Il y a des moments où on n'est pas disposé et disponible pour écouter de la bonne façon ou pour s'écouter de la bonne façon. Accueillir. Franchement, on fait tous de notre mieux. Je vous remercie pour votre écoute. J'étais ravie d'être en contact avec vous pour ce temps et vous partager ces éléments-là. J'espère qu'ils vous apporteront quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des retours sur ce qui n'est pas clair, sur ce qui est clair. Si vous avez envie que je parle d'autres choses ou que je développe certains points, voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt.